Transformer une capacité EC2 en plateforme d'exécution conteneurisée. Nous introduisons les dockers et les conteneurs après avoir créé notre instance EC2. D'abord notre instance, non, d'abord notre base de données, ensuite notre instance EC2. Maintenant, nous introduisons les notions de Docker et de conteneur. Nous partons d'une instance EC2 qui fournit une capacité brute CPU, RAM, stockage, qui représente une unité d'hébergement que l'on doit rendre exploitable, standardisée et maintenable. Installer les applications directement. Vous voyez les représentations ici, le W de WordPress. Installer des applications directement sur l'OS génère rapidement 3 problèmes opérationnels. Les conflits de dépendance, le manque d'isolation et une maintenance plus coûteuse. Nous aurons pu déployer, par exemple, si nous avons 10 applications, déployer 10 micro EC2. Micro pour dire des petits T micro, par exemple, et évoluer avec le volume. Si nous avons opté pour cette voie, ça générait des problèmes plus ou moins similaires à l'instance unique. D'abord, une explosion de coûts. Supposons que nous avons déployé 10 EC2. Qui d'entre vous veut mettre à jour 10 serveurs? Et cette multitude d'EC2 entraîne une multitude d'adresses IP, une multitude de mises à jour sécurité, c'est-à-dire plusieurs patchs, une multitude de configurations. Donc 10 serveurs veut dire 10 adresses IP, 10 mises à jour, 10 configurations de Path Security Group. C'est une charge mentale et technique énorme. Il y a aussi un problème de vitesse. Le reboot d'une SE2 nous demande 1 à 3 minutes. Le reboot d'un conteneur, il faut compter entre 0,5 à 5 secondes. Nous allons donc transformer cette EC2 en plateforme d'exécution. Nous quittons de notre EC2 ici, vous voyez la représentation. Nous allons vers une plateforme à droite d'exécution conteneurisée. Le système d'exploitation reste minimal. Nous avons notre Docker ici qui fait office de moteur d'exécution des conteneurs. Nous utilisons les conteneurs pour isoler nos services et nos applications. L'EBS externe pour le stockage managé et la persistance des données. Et l'EBS, le stockage du système, plus les artefacts locaux, c'est-à-dire les images, les volumes techniques. Le conteneur devient donc une unité de déploiement reproductible. Ça règle aussi un problème qu'on attendait avant. Ça marche sur ma machine, mais ça ne marche plus. Le Docker adresse directement ce problème. Pour l'installation du Docker, nous avons ces commandes. D'où viennent ces commandes? C'est de l'administration Linux de base. Je ne saurais le répéter.
Intéressez-vous à l'administration Linux. C'est une compétence qui va changer votre perception de Linux et la qualité de service que vous pouvez rendre et votre compétence personnelle. Investir 30 minutes par jour, même 20 minutes par jour sur le Linux sera l'un des meilleurs investissements que vous aurez fait dans votre apprentissage de AWS. La première commande, c'est le sudo DNF. C'est comme si vous demandez sudo DNF. C'est comme si, bon, sudo DNF, c'est l'update. Le DNF, ce n'est que le gestionnaire de paquets. Nous aurons pu utiliser YOM, mais nous sommes en 2023. DNF devient de plus en plus la norme. Cette commande pourrait aussi marcher avec le YOM. Les deux sont compatibles. Lorsque nous mettons sudo DNF, nous demandons, c'est comme si nous demandons à un bibliothécaire que nous voulons lire un livre et en prime, il installe ou il nous donne tous les autres livres dont nous avons besoin pour comprendre le livre en question. De manière imagée, c'est la commande sudo dnf install docker. C'est de l'administration Linux de base. Nous travaillons sur un serveur Linux sur AWS. La deuxième commande de sudo system CTL, l'abréviation de contrôle, start docker, sudo system CTL, enable docker. Pour revenir, ici, nous avons l'action sudo system control start pour lancer le service immédiatement. C'est-à-dire, lorsque nous voulons démarrer notre Docker. Et ensuite, le système enable. Le système enable active le démarrage automatique. C'est-à-dire que le Docker se lance dès que nous faisons le reboot de l'EC2. Ceci nous permet de créer notre utilisateur ou d'ajouter l'utilisateur EC2 au groupe Docker. Puisque AWS nous donne un utilisateur générique, nous avons besoin de cet utilisateur avec un peu plus de privilèges, avec un peu plus de privilèges. Voilà, grosso modo, les commandes dont vous aurez besoin pour lancer votre Docker. Et comme je le répète, c'est juste de l'administration Linux de base, rien de spécial. Et avec un investissement de 15 à 30 minutes par jour, en très peu de temps, vous maîtriserez ces commandes. Petit à petit, gentiment, sans forcer. Ça fait partie de la courbe normale d'apprentissage. Nous installons notre Docker. Nous sélectionnons notre machine, notre instance. Nous nous connectons via Session Manager, notre instance.
nous connectons, c'est juste notre instance. Et ce 2, nous la sélectionnons, la bonne instance, nous nous connectons. Nous n'avons pas ouvert de port 22, donc SSH client ne marcherait pas. Nous cliquons sur Session Manager, online, tout va bien. Nous pouvons nous connecter. Vous aviez les commandes, c'est de l'administration. Les taper me prendra un temps inutile. Vous les connaissez déjà. C'est sudo dnf update. Y pour dire yes. Il ne va plus nous demander si oui ou non nous voulons vraiment qu'il exécute. C'est voilà, c'est la raison de Y. Et rien, c'est parfait. Nothing to do. Complete. Ensuite, nous avons bien Amazon Linux 2023. Donc, nous pouvons utiliser le DNF, sudo DNF install Docker. Yes. Donc, inutile de me prendre la tête pour comme je le répète, c'est comment c'est juste de l'administration Linux de base. Et nous sommes sur un Linux 2023. Sur un Amazon, sur un noyau Linux 2023. Nous attendons un tout petit peu. Nous avons complete. Sudo système contrôle démarre le Docker. Et nous faisons le démarrage automatique avec sudo système ctl, système contrôle, enable docker. Et nous créons, nous créons cet utilisateur user. Nous connectons à cet utilisateur user. J'ai omis de l'expliquer tout à l'heure ou avant. Avec la touche sudo sur, tout simplement sudo sur EC2 user. Nous y sommes. Maintenant, je mets PS Docker version. Vous voyez bien, nous avons la version 25.0.14 et le serveur, la version 25.0.14. Et avec Docker PS, notre Docker a bien été installé, mais nous n'avons encore aucun conteneur.
Avant de déployer des conteneurs, nous allons d'abord faire le test de connectivité entre RDS et EC2. Pour cela, nous aurions besoin du couteau suisse, puisque la NC et Z2V, vous ne l'aviez sûrement pas sur votre machine. Pour cela, il faut installer cet outil pour tester les réseaux Nmap N4. Vous connectez avec la touche sudo SU EC. Taper cette commande prend inutilement du temps. Nous nous retrouvons avec l'utilisateur EC2 User et vous installez la commande que je vous ai montrée tout à l'heure, sudo, le gestionnaire de paquets DNF, installe, sudo DNF installe Nmap N4. Yes. Le rendu serait différent si c'est la première fois que vous utilisez cette commande dans votre environnement. Et maintenant, nous pourrions utiliser la commande nc nz nc z2v. N c'est juste pour dire, on appelle le testeur. Z pour dire ne transfère aucune donnée, contente-toi, par analogie de toquer à la porte. Et V juste pour la verbose. Donne pas DB, c'est le endpoint et vous le trouvez au niveau de votre RDS. Commençons déjà par mettre NC, ensuite Z2V, donc NC, Z2V, nous allons chercher notre endpoint et pour cela c'est RDS, database. Pour aller un peu plus vite, vous choisissez, vous cliquez sur votre database et vous aviez votre endpoint ici. Tourne pas. Arrêtez-vous au niveau de com. Tourne pas DB. Tout ceci jusqu'à com. C'est votre endpoint. Au port 3306. Nous revenons. Nous copions. Le port 3306. Nous sommes connectés à l'adresse IP 10.0.44.33.06 et ce qui est l'adresse de notre... Bref, c'est une adresse dans notre subnet. C'est parfait. Le test est un succès. Le second test maintenant, c'est que le https://google.com. C'est pour nous assurer que notre instance, notre Docker pourra aller récupérer les différentes images à l'extérieur.
sans plus attendre. Ça prend un temps inutile et ça n'apporte aucune valeur ajoutée pour essayer de frapper cette commande manuellement. CURL HHTP google.com. Le 301 le 301 mauve, le document has moved, c'est une preuve que notre Docker pourra aller trouver les images, que nous pourrons aller récupérer les différentes images avec la touche pull que nous verrons plus tard. Maintenant, la dernière commande n'est pas des moindres, parce que lorsque nous avons créé notre Docker, il y a un réseau par défaut que nous avons aussi créé, mais il nous faut un réseau dédié uniquement à notre projet. Donc, ce réseau est dédié uniquement à notre projet. C'est pour ça que depuis EC2 User, nous mettons Docker Network Create Turnpad Net. Je le mets dans mon Docker, dans mon éditeur de test. Vous ne le voyez pas. Docker Network Create Turnpad Net. Nous avons dédié un réseau à notre projet. Si vous vous rappelez de la commande avec système cell status, nous le verrons dans quelques instants. Nous déployons notre conteneur à partir de l'image WordPress. Mais avant, c'est cette commande-ci qui sera appliquée. Sudo docker run. Nous allons examiner cette commande. Et encore, c'est de l'administration Linux de base. Vous devez vous familiariser. Nous avons la première commande, sudo docker run. Docker run, c'est tout en un. Ça veut dire d'abord, il commence par faire une vérification locale. Il regarde si l'image WordPress existe déjà. Sinon, il y a le pull. La vérification que nous avons fait via HHTP Google, si vous vous rappelez. S'il ne trouve pas, il va automatiquement la chercher sur le Docker Hub, le magasin d'images gratuit. Ensuite, la création, puis le star. Voilà ce qui se passe lorsque, avec Docker Run. Le D pour détache ou détache, c'est le mode fantôme. Le conteneur tourne en arrière-plan. Même si nous fermons notre instance, le terminal, dans ce cas d'espèce, WordPress continue de fonctionner. C'est le détache. Et name WordPress site, juste l'étiquette. Et ça, il ne va pas dans le réseau par défaut. Il va dans notre réseau pas point, net. Le P
80-80, c'est la redirection. E pour Environment Variable, c'est la feuille de route, puisque l'image WordPress est la même. Mais ici, nous voulons cette image avec notre endpoint et nos identifiants et le nom de la base de données. Vous savez déjà où trouver votre endpoint. Juste à titre de rappel, sur RDS, Aurora RDS, vous cliquez, nous pouvons revenir sur Database. Nous sommes déjà allés là-bas plus d'une fois. Vous cliquez sur le nom de votre base de données et ici, vous avez votre endpoint. Le voici. Vous arrêtez à .com. Vous aviez votre port 33 à 06, le port 33 à 06, le WordPress user, je vais mettre admin, mais maintenant, il y a une petite vérification que nous devons faire et vous l'avez ici. Admin, une petite vérification et c'est très important parce qu'une petite erreur et puis vous entrez dans le troubleshooting à ne plus en finir. C'est cette partie-ci. La vérification de l'endpoint exact, nous l'avons fait. Et nous vérifions que la base de données existe réellement. Nous allons avec sudo. Nous sommes arrivés là avec notre identifiant SSM Manager. Vous savez comment ça marche. Sur votre instance, vous cliquez sur Connect et vous arrivez au niveau à ce point. Elle est installée. Ce n'est pas pour faire un doublon. C'est juste une énième vérification de plus, mais c'est important. Ensuite, il faudra vérifier, aller sur votre base de données. Prenez MySQL jusque-là. Vous copiez. Et on vous demande d'entrer. Je vous remontre une fois de plus, c'est au niveau de votre base de données. Vous prenez au niveau de MySQL jusqu'à admin, MySQL, l'endpoint, le port admin. Lorsqu'il est là, il vous demande le nom de, il vous demande votre mot de passe, le mot de passe RDS, si vous ne l'aviez pas oublié. Sinon, si vous avez oublié que vous ne vous retrouvez plus, vous pouvez aller le changer à nouveau dans votre base de données. Je vous montrerai sûrement dans la vidéo suivante la manip en question. Et show, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. Database.
show database. Ce sont des commandes MySQL qui finissent avec le point virgule. Il y a eu une erreur. C'est justement une erreur de case. Show database. C'était une erreur puisque SQL est sensible à la case. Vous avez votre base de données. Nous avons notre endpoint. Nous avons le nom de notre bon, ça faisait longtemps que je n'avais plus travaillé. Tout est en place. On peut maintenant, on peut travailler. Show une fois de plus. Database. S'il y a une erreur de casse, c'est important. Ouais, notre base de données est RDS existe. RDS peut avoir plusieurs bases de données. AWS ne l'a pas créé automatiquement lors de RDS. Dans mon cas, je la crée avec la commande create database en majuscule, create database et respecter la case où ça ne va pas marcher. Et à la fin, n'oubliez pas le point virgule. Sinon, SQL suppose que la demande n'est pas complète. À nouveau, show database. Point virgule, il ne faut pas oublier. Que j'ai une erreur dans ma syntaxe. Maintenant que tout est en place, tout à l'heure, il y a eu une erreur de syntaxe. Show database. Évidemment, c'était juste une erreur de syntaxe. Nous avons notre base de données qui apparaît ici. Tout est réellement en place maintenant. Nous pouvons nous lancer. Nous avons, si nous revenons à notre commande initiale, notre endpoint. Vous savez où le trouver. Vous l'avez ici. Il est là. Votre endpoint. Puisque forcément, ça sera toujours, très souvent, ça sera différent forcément à ce niveau. Vous aviez votre endpoint. Nous revenons. Ensuite, network.net. Nous avons créé le network dédié à notre projet. Name WordPress site, rien de spécial, rien à changer. Le endpoint. Le nom d'utilisateur, moi je vais utiliser admin. Le password, celui de votre base de données. Le nom de votre base de données. Puisque prenez votre admin.
Ensuite, votre mot de passe et le nom de votre base de données que vous retrouvez ici. Nous l'avons créé. Create database, show database. Maintenant, nous pouvons sortir avec exit. Nous nous connectons à notre utilisateur, pas celui généré par AWS en sudo. Vous pouvez mettre pour avoir de l'espace EA clear. Il nettoie tout. Ensuite, nous revenons à notre user que nous avons créé et nous pouvons maintenant mettre notre commande. Bon, le slash ne fait pas exactement partie intégrante de la commande. C'est juste pour dire qu'on revient à la ligne, pour avoir un peu plus de visibilité. Sans le slash, l'anti-slash, vous devez l'écrire tout sur une ligne. Nous avons le D pour faire tourner en arrière-plan. Le nom, donne pas WordPress, donne pas net. Votre endpoint, admin, le mot de passe, le nom de la base de données que nous avons créée tout à l'heure et nous pouvons lancer. Nous allons attendre quelques instants qu'il télécharge. Et en passant, unable to find image WordPress latest locally. C'est normal, nous n'avons rien localement. Il allait le chercher à l'extérieur. Et avec Docker PS, nous avons le container ID, l'image de WordPress, il y a 24 secondes et le nom donne pas WordPress. Nous avons créé notre premier container à partir de l'image WordPress. Avant de continuer, nous allons faire une petite vérification avec curl localhost 80. Cette commande, ce que nous cherchons ici, c'est la deuxième ligne HTTP 11.302 found. C'est comme ça qu'il apparaît chez moi. C'est un code de succès. Le cerveau répond. Mais il nous redirige vers la page d'installation. Nous avons le ISP Power Up by PHP 8.3.30.
C'est la preuve que WordPress est bien installé et il fonctionne avec une version, la version la plus récente. Le local et la location, l'avant-dernière ligne, HHTP. C'est la preuve que le déploiement est réussi, mais le WordPress est encore vide. Donc, il nous envoie automatiquement vers l'assistant de configuration.